Bonjour, je m'appelle Inif Kawi Aziz, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales CASA. Le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette séance consacrée aux procès-verbaux et rapports. Évidemment, on est dans le cadre d'une enquête policière qui vise essentiellement à la découverte d'une infraction, de l'auteur ou des auteurs de ces infractions et aussi et la finalité essentielle de ces enquêtes, c'est de permettre au ministère public de décider de poursuivre ou de ne pas poursuivre. L'enquête policière, la loi a mis à la disposition des officiers de police judiciaire qui mènent l'enquête des moyens pour pouvoir parvenir à la finalité de cette enquête. Ces moyens consistent essentiellement dans le fait de faire des perquisitions, d'auditionner les témoins, d'interroger le suspect, de faire des procédés décisifs, mais aussi de placer le suspect en garde à vue. Mais ce qui est important, ce qu'on constitue le cours d'aujourd'hui, c'est que différentes opérations doivent faire l'objet d'un procès verbal. Alors la première question, c'est quoi le procès verbal? Alors, le mot procès vient du mot latin proceder, qui signifie s'avancer. Étymologiquement, ce mot procès signifie développement, la marche. Euh, La quant à verbal, elle est synonyme d'oral et signifie étymologiquement fait du mot latin verbum. Le procès verbal, c'est donc la trace écrite d'un processus. Et par la loi, le procès verbal est défini par l'article 24 dans les termes suivants. On entend par procès verbal le document écrit et dressé par l'officier de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions et rapporte ce qu'il a vu ou entendu comme déclaration ou les opérations qu'il a effectuées sur une matière de sa compétence. Alors pourquoi les procès-verbaux doivent être normalement établis? Les procès-verbaux ils servent essentiellement à établir l'existence des éléments de fait et les procès-verbaux enlèvent à ces faits leur caractère purement matériel pour leur donner un aspect juridique pour constituer au final des preuves recevables et sur lesquelles le juge va se référer dans le but de construire sa propre conviction. Alors, la rédaction des procès-verbaux est soumise à certaines conditions. Ces conditions concernent les personnes qualifiées pour qualifier à rédiger les procès-verbaux. Et deuxièmement, ces conditions consistent essentiellement que les procès-verbaux sont soumis à certaines règles de forme. Alors, quelles sont les personnes qui sont autorisées à adresser les procès-verbaux? Essentiellement, la rédaction des procès-verbaux relève de la compétence des officiers de police judiciaire qui agissent dans le ressort de leurs compétences territoriales, mais la rédaction de ces procès relève également des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire. Je donne quelques exemples. Le Dahir du 10 octobre 1917 sur la conservation et l'exploitation des forêts. Le Dahir du 11 avril 1922 sur la pêche dans les eaux continentales et bien évidemment du 19 janvier 1953 relative à la conservation de la voie publique et la police de la circulation de relâche. Donc les agents euh, ont la compétence aussi de rédiger des procès-verbaux des infractions qu'ils découvrent. Euh, la question qui se pose, et c'est de savoir si les officiers de police judiciaire ont l'obligation de rédiger un procès-verbal de chaque opération qu'elle effectue. La réponse est dans l'article 23 qui dispose que les officiers de police judiciaire sont tenus de dresser procès-verbal de leur opération et d'informer sans délai le procureur du roi, le procureur général du roi des crimes et délits dont ils ont connaissance. Donc ils ont l'obligation évidemment de rédiger procès-verbal de chaque opération. Alors le formalisme des procès-verbaux, le procès-verbaux évidemment doit se conformer à certaines règles de forme. L'article 24 précise normalement ces règles de forme. D'abord le procès-verbal doit être rédigé par écrit, en arabe
et il est alors en arabe, vous avez un jugement du tribunal de première instance de Berkane qui a jugé que la langue arabe est le symbole du royaume et constitue un élément de ses fondements, et égard au fait que l'administration est une composante de l'État, une partie de sa souveraineté. Les procès-verbaux doivent être rédigés en arabe, ou au moins il faut joindre une copie en arabe. C'est un jugement, normalement la date du 9 juin 2016, donc c'est récent. Alors, bien évidemment, le procès-verbal doit aussi être numéroté, il faut numéroter les pages, il doit être clair et précis pour éviter les contestations du prévenu et sa défense. Le procès doit ensuite mentionner l'administration dont il émane, une date, un lieu, un numéro d'ordre, un objet, une signature de son auteur. Mais le procès verbal doit aussi mentionner évidemment non seulement le jour, mais aussi l'heure de la rédaction et la clôture et l'heure de la clôture. L'année, le jour et l'heure doivent toutefois être écrits en toutes lettres. Pourquoi? Pour pouvoir contrôler la durée de la garde à vue qui se calcule en heures et pour éviter le faux, et aussi pour contrôler le délai de la prescription qui commence à compter du dernier acte. La question qui se pose, est-ce que l'omission de la date constitue une cause de nullité, une nimini litis? Alors non, parce que l'omission de la date peut normalement être déduite des déclarations elles-mêmes ou des circonstances de fait. Il faut aussi indiquer le lieu de la rédaction. Pourquoi? Parce que en cas de contestation par le prévenu ou sa défense, ça permet de vérifier la compétence territoriale de l'enquêteur. Il faut ici préciser dans l'entête le mode d'opérer. Il faut mentionner le nom des auxiliaires que l'officier de police judiciaire fait appel à leur service. Il s'agit essentiellement des agents de police judiciaire, mais aussi il peut concerner des interprètes pour les sourds et muets, des traducteurs pour les personnes parlant une autre langue que celle de l'enquêteur. Enfin, le procès verbal doit faire mention de l'identité de toute personne dont il apparaît utile à l'enquête. Alors ça peut s'agir du plaignant, du témoin ou de la personne suspecte. Le contenu maintenant du procès verbal, il est très variable. L'officier de police judiciaire, il rapporte sur le procès les faits ou propos qu'il a personnellement vus, constatés ou entendus dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et sur une matière de sa compétence. Il pourra ainsi s'agir d'un procès verbal de constatation d'une infraction, d'audition, de placement en garde à vue, de déroulement de la garde à vue, de perquisition. Alors les procès verbaux de constatation, hormis, c'est-à-dire si on met à côté le préambule, qui constitue le point commun de tous les procès-verbaux de constatation se composent de deux parties. Alors, le premier concerne la constatation de l'identité de la personne auditionnée, rédigée au pluriel, et la deuxième partie, il concerne le contenu de la déclaration adapté, bien évidemment, qui diffère selon le niveau d'instruction de son auteur. Les autres opérations effectuées par l'officier de police judiciaire, alors, on est dans le cadre de constatation. S'il était informé de la commission du vol avec effraction, la noyade ou un accident de circulation, il doit évidemment se rendre sur le lieu pour faire les constatations comme de trouver le cadavre dans un bain de sang ou l'effraction de la porte du domicile, objet du vol. Dans l'hypothèse ou les circonstances, en cas de meurtre, si les circonstances du meurtre lui imposent d'effectuer certains actes nécessaires, qui sont nécessaires pour quoi? Pour préserver les indices ou la saisie de l'arme du crime, ou la présence du médecin pour constater le meurtre, ou transmettre le cadavre à la morte, alors l'officier de police judiciaire doit mentionner tout cela dans un procès verbal, doit mentionner tout cela au procès verbal. Alors l'officier de la police judiciaire doit se limiter à constater les faits de manière objective. Ça veut dire quoi de manière objective? C'est-à-dire qu'il ne doit pas exprimer sa propre opinion ou faire part de ses propres convictions. Est-ce que la violation de ces règles de forme entraîne la nullité? Pour trouver un élément de référence, il faut se référer à l'article 289 Code procédure pénale qui précise que les procès-verbaux au rapport dressés par les officiers et les agents de police judiciaire, les fonctionnaires agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire n'ont force probante que tant qu'ils sont réguliers en la forme et que leur auteur agissant dans l'exercice de ses fonctions rapporte ce qu'il a vu ou entendu personnellement sur une matière de ses compétences. Donc, la violation de ces règles entraîne bien évidemment la perte de la force probante des procès-verbaux, ce que normalement prévoit l'article 289 Code procédure pénale. Alors, le procès-verbaux de perquisition doit préciser les causes et les motifs de la perquisition, le lieu de la rédaction
et aussi le jour et l'heure de l'opération, la présence de la personne concernée, son représentant de témoin, le consentement de l'individu dans le cadre de l'enquête préliminaire, la description des objets saisis, ainsi que la détermination du lieu de la découverte, la déclaration du suspect portant sur les objets saisis, la signature des personnes au domicile duquel la perquisition a lieu au par leurs représentants et les deux témoins aux mentions faites au procès verbal de refus de signature d'empreinte ou d'empêchement. Concernant le procès verbal d'audition, je fais court. Alors, il s'agit bien évidemment, l'officier de police judiciaire, quand il s'agit du procès verbal d'audition, il doit démontrer l'identité de la personne dans l'ordre, bien évidemment l'ordre qui suit. Il commence par le nom de famille, prénom, etc., etc. La signature du procès verbal d'audition, il lui permet de conférer à ce procès un caractère solennel, et la signature de l'officier de police judiciaire, est la dernière signature apposée sur le procès verbal, à moins qu'il s'agisse d'addition. On arrive à un point plus important, éliminer les tices. Est-ce que, bien évidemment, les moyens de la défense, il peut soulever comme moyen de défense les nullités des procès-verbaux dans le cas où ils violent les règles de forme prévues par la loi. Alors, je prends le premier cas, supposons qu'il y a un défaut de signature de procès-verbal d'audition par l'officier de police judiciaire ou par le suspect. Malheureusement, la loi ne précise pas, normalement, si le défaut de signature des pages des procès-verbaux par l'officier de police judiciaire entraîne la nullité. Et normalement, pour trouver un élément de réponse, il faut se référer à l'article 23, bien évidemment, Code de procédure pénale, qui précise que les officiers de police judiciaire doivent, dès la clôture de leur opération, faire parvenir directement au procureur général du roi l'original avec 2 copies certifiées conformes des procès-verbaux qu'ils ont dressés et tout acte et documents relatifs. Donc la rédaction permet de déduire que les copies certifiées conformes exigent bien évidemment une signature des 2 documents, et l'original et la copie. Le défaut de signature de procès-verbal d'audition par le suspect, ce qui entraîne la nullité. On a un arrêt de la Cour suprême, actuellement Cour de cassation, qui précise que le défaut de signature du suspect sur le procès-verbal d'audition ne constitue pas une règle de forme qui altère sa validité et sa force probante. De là, tous les moyens de preuve qui visent à nier les déclarations du suspect n'ont aucun effet, sauf à établir le faux. Et l'arrêt visé précise que l'article 292 Code de procédure pénale n'exige pas, pour que le procès verbal soit régulier en la forme, qu'il ait une force probante, qu'il soit signé par le suspect, mais la signature de son auteur est suffisante. Donc il suffit le procès verbal d'audition, pour sa validité, évidemment, qu'on précise l'arrêt de la Cour suprême, actuellement Cour de cassation, il ne demande pas la signature du suspect. Le procès verbal d'audition de toute personne placée en garde à vue, qui fait mention du jour ou de l'heure à partir desquels elle a été appréhendée et du jour ou de l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent, garde sa force probante même s'il ne porte pas la signature de l'individu qui fait l'objet du placement en garde à vue. Mais évidemment, on a une exception. On a deux, en fait, quand il s'agit bien évidemment d'infraction, de délit d'adultère, de relations sexuelles hors mariage, qui bien évidemment le procès verbal d'audition considéré comme un aveu écrit, c'est un aveu écrit émanant du suspect et constitue donc un moyen de preuve. De là, le défaut de signature du suspect entraîne automatiquement la perte de la force probante du procès verbal, et il doit de là être écarté comme moyen de preuve, car il constitue une simple déclaration ou un aveu non judiciaire. Maintenant, évidemment, on va passer à un autre point important. Après, on a vu la question de la nullité des procès-verbaux qui ne respectent pas les conditions prévues par la loi, à la force probante des procès-verbaux. Et là, une précision de taille. La valeur des procès-verbaux est diffère selon, bien évidemment, sur l'objet du procès-verbal. C'est-à-dire que, bien évidemment, je simplifie, la force probante du procès-verbal, il diffère selon la nature et la catégorie de procès-verbal. Et de là, vous avez les procès-verbaux, il y a 3 catégories différentes.
et qui auront normalement trois impacts différents. D'abord, on a un procès verbal valant de simples renseignements, et on a des deux autres, bien évidemment, procès verbaux qui constituent des exceptions principes, c'est-à-dire le principe que le procès verbal va uniquement simple renseignement, à savoir les procès verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire et les procès verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux. Alors, je commence la première catégorie du procès verbal. Procès verbal ne valant qu'à titre de simple renseignement. Alors, c'est l'article 11, l'article 291 Code de procédure pénale. Il dispose que les autres procès-verbaux au rapport ne valent qu'à titre de simple renseignement. À partir du texte, on peut relever qu'à l'exception des deux autres hypothèses qui se présentent comme des exceptions principes, tout autre écrit établi par les services de police judiciaire ne vaut qu'en tant que renseignement. De là, le principe de l'intime conviction du juge joue pleinement son rôle. Alors, la situation concernée par la loi, il se rapporte à tous les écrits établis par les agents de police judiciaire habilités normalement à rédiger les procès-verbaux, ainsi que les procès-verbaux rédigés dans le cadre d'une enquête préliminaire en matière de crime. On a un arrêt de la Cour suprême, actuellement en cours de cassation, dans son arrêt du 2 juin 1996, qui confirme ce constat, déclare qu'en vertu des articles 291 et 293 du Code de procédure pénale, les procès-verbaux n'ont de valeur qu'eux-mêmes parce qu'ils n'ont d'autre finalité que de renseigner les juges. Cela implique qu'ils ne jouent qu'à titre d'information et que le juge peut les écarter si telle est sa conviction. Donc, l'arrêt est clair sur ce point-là. Ils valent que à titre de simple renseignement. On a deuxième catégorie de procès-verbaux qui valent cette fois-ci jusqu'à preuve du contraire. Donc, ces procès-verbaux au rapport, ils font foi jusqu'à preuve du contraire, ils ont alors une force probante renforcée. Parce qu'à défaut de preuve contraire par témoin, par expertise ou par autre document, les personnes se verront condamnées sur la base d'un procès-verbal au rapport à valeur renforcée. Est-ce que ces personnes peuvent contester les procès-verbaux au rapport, bien évidemment, qui ont cette force probante renforcée? Oui, ils peuvent le contester s'il arrive à démontrer son irrégularité formelle, donc ici par exemple la rédaction viole les conditions de forme prévues par la loi, si l'imprécision de sa rédaction, donc la rédaction n'est pas précise, n'est pas claire, donc il y a le recours à des phrases ambiguës. Dans ce cas-là, il peut normalement faire l'objet d'une contestation, c'est-à-dire le procès verbal. S'il arrive à démontrer l'absence de constat personnel d'infraction, ou si aussi il arrive à démontrer l'incompétence territoriale ou matérielle de l'officier de police judiciaire, l'auteur de procès verbal. Alors, je prends deux exemples essentiels qui se rapportent à cette situation. Vous avez le procès verbal et le rapport en matière de délai et contravention. Et l'article 290 Code de procédure pénale prévoit que l'inexactitude des faits constatés doit être démontrée par tout moyen de preuve. À défaut, le procès verbal de constatation fait foi des mentions qu'elle contient et s'impose au juge répressif dès lors que ce procès verbal est formellement valide. Alors, on a aussi le rapport, une autre catégorie de procès verbal. Il s'agit des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux. Donc, la loi donne dans certaines situations, dans certains domaines, aux procès-verbaux établis non par les officiers de police judiciaire, mais par les agents habilités par une loi spéciale, une force particulière, puisque le contenu de ces procès-verbaux s'impose au juge. La seule manière de les écarter est la procédure d'inscription de faux qui ne vise qu'à établir que l'auteur de ce procès verbal a délibérément menti. Alors, il devra normalement, pour contester ces procès-verbaux, il n'y a qu'un seul moyen, c'est évidemment l'annulation devra être poursuivie selon la procédure de
d'inscription de faux prévus aux articles 642 et suivants du Code de procédure pénale. Alors je prends deux exemples. Dans ce cas, vous avez les agents, c'est-à-dire le procès-verbal rédigé par les agents en matière de pêche dans les eaux continentales, mais aussi par les agents en matière de la conservation et l'exploitation des forêts. Dans ce cas-là, bien évidemment, ils ont une force probante, les procès-verbaux rédigés par ces agents habilités par la loi, une force probante plus élevée. Et euh, euh, alors, on arrive aussi, bien évidemment, après avoir traité le procès-verbal, à deuxième séquence de cette intervention, parler des les rapports. Les rapports, c'est comme les procès-verbaux sont des écrits, mais ils émanent des seuls agents de police judiciaire et ont seulement une fonction informative, puisqu'ils seront adressés par leur auteur à leur supérieur et hiérarchique. Le rapport est un compte rendu écrit au verbal fait par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire. Le rapport demande moins de formalisme que les procès-verbaux et le rapport remplit essentiellement une mission d'information. Il sert en effet aux membres de police judiciaire pour rendre compte à un supérieur administratif, à une autorité judiciaire de tout élément dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur fonction, qu'il s'agisse de l'existence d'une infraction ou d'un renseignement la concernant. En revanche, tout ce qui relève de la constatation d'infraction proprement dite ou du recueil de déclarations doit être établi par procès verbal. Je vous remercie pour votre attention. Ce que je souhaite, c'est que ce cours-là sera normalement, va vous servir dans votre révision pour la préparation de vos examens et à la prochaine.